Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on va commencer l'émission tout en douceur. On va essayer en studio ici de créer un petit cocon, une petite bulle, parce qu'on va aborder un sujet qui est pas facile, mais qui est important. C'est le cancer du col de l'utérus. Et ma première invitée est en deuil. Sa grande amie, sa proche collaboratrice est décédée au cours des derniers jours, justement, d'un cancer du col de l'utérus. Vous en avez entendu parler au cours des derniers jours. Ma première invitée, c'est la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Catherine, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est pas une politicienne que j'ai en face de moi. Je vous poserai pas de questions difficiles, vous challenger sur ce qui se passe à Longueuil. On est là pour parler d'un sujet éminemment humain. D'abord, je veux commencer en vous offrant, Catherine, mes plus sincères condoléances. Offrir aussi à la famille de votre amie Juliane Simon, ses proches, ses parents, sa famille, mes plus sincères condoléances. Merci. Peut-être commencer, Catherine, en nous disant qui était Juliane? Juliane, c'était une jeune femme pétillante. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a 11 ans maintenant, lors de mes premières implications politiques. Puis depuis, on s'est pas lâché. Juliane est venue travailler avec moi dès la première élection que j'ai remportée comme députée. D'ailleurs, j'ai tenu à souligner, hier, j'ai écrit un texte sur Facebook pour Magnifique mentionner, texte, Catherine. merci, Oui. pour insister sur la différence qu'elle a pu faire chez nous à Longueuil. D'ailleurs, c'était sa ville d'enfance. Elle était responsable des dossiers citoyens communautaires, donc elle s'est vraiment engagée auprès des organismes. Elle en a aidé plusieurs à pérenniser des projets, à lancer des nouvelles initiatives. Elle a aidé tellement de citoyennes et de citoyens qui se butaient, j'en ai parlé là, des fois, aux difficultés de notre système. Puis c'était une femme maudite au grand bureaucratie. cœur. Exact. Mais elle était la courroie, hein, parce que souvent, on parle des députés, de leur action, mais dans les bureaux de circonscription, ce sont les attachés politiques qui font toute la différence, donc ils travaillent dans l'ombre. Mais Juliane, c'était une fille avec le cœur sur la main, toujours prête à aider son prochain, très drôle, toujours d'agréable compagnie, simple, jamais compliqué, toujours disponible. Puis c'est une profonde injustice à laquelle on fait face. Évidemment, la mort, je veux dire, on y fait tous face un jour ou l'autre, mais à 34 ans, d'un cancer qui aurait pu être évité, puis on y reviendra, je pense qu'on est ici notamment pour parler de sensibilisation à la vaccination. Je pense que ses proches et moi, on s'explique très mal. Ça nous met, c'est sûr qu'il y a un désarroi, il y a une colère aussi. Puis, je te le disais, Sophie, un petit peu avant d'entrer en ondes, je crois qu'on essaie de donner un sens à quelque chose qui en a vraiment pas. C'est sûr, parce que face à la mort, on est tous démunis. Donc, il y a une peine, il y a une tristesse, il y a une détresse. Et en même temps, tout ça est mélangé avec une forme de colère. Donc, parlons de vaccination. Une des raisons pour lesquelles tu as parlé, parce qu'on va enlever le vous, là, on va se parler au-dessus, une des raisons pour laquelle il y a quelques jours, enfin quelques semaines, tu avais fait donc cette sortie publique, c'était pour sensibiliser les gens à l'importance de la vaccination. Et avant qu'elle quitte, ma collègue Stéphanie Villeneuve, qui doit préparer sa présence à l'émission de Richard, je voulais qu'elle prenne quelques instants parce qu'elle a entendu ton message il y a quelque temps de ça, encourageant les gens à aller se faire vacciner. Stéphanie, toi, ça t'a inspiré? Raconte-nous. En fait, j'ai tout de suite pris rendez-vous. Je suis allée me faire vacciner hier matin. J'ai reçu ma première dose. Il faut savoir que c'est un vaccin qui se donne en 2 doses. Et en fait, c'est que je pense qu'on a un peu le même âge, Catherine et moi. On a commencé à offrir le vaccin gratuitement aux jeunes. Je terminais le secondaire, donc j'ai pas fait partie... Tu as terminé en quelle année, Stéphanie? En 2008. Ah, exactement. Moi, j'ai terminé en 2009.
Et en fait, le vaccin a été instauré pour les jeunes filles à partir de la 3e année du secondaire en 2008. Donc, moi, par exemple, j'étais en secondaire 4, toi, tu étais en secondaire 5 à ce moment-là. Voilà. Donc, moi, on est vraiment les 2 dernières années. Puis Juliane venait de commencer le cégep, donc elle est née en 90, toi 91, moi 92. Donc, c'est les filles nées à partir de 93 qui ont reçu le vaccin à l'école, là, pour résumer très simplement. Mais c'est très important parce que les dates font en sorte que si vous étiez les filles nées juste un petit peu plus tard, en fait, vous êtes juste la dernière cohorte avant que ça prenne effet. Exact. C'est ça qui est inconcevable. Mais oui. C'est ça que j'ai déjà dit sur des tribunes. Juliane, elle serait née 3 ans plus tôt. Elle serait encore 3 ans avec plus nous tard, aujourd'hui. pardon, je les ai un peu embrouillées. Non, mais je comprends, 3 Catherine, c'est 3 ans normal. plus tard, elle serait encore là. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ouais. Oui, mais c'est important et c'est pour ça que tu fais œuvre utile. Tu as fait œuvre utile. Bon, Juliane a fait œuvre utile en te disant. C'est Juliane, vraiment. Moi, j'ai promis à Juliane que j'utiliserais ma tribune à des fins de sensibilisation. C'est quelque chose qu'elle m'avait demandé lors de son diagnostic. C'est sûr que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je devais prendre la parole une fois pour annoncer sa rémission. C'est sûr que les choses n'ont pas évolué dans ce sens-là, mais j'ai tenu à le faire dans ces derniers moments, dans ces dernières journées, parce que les choses ont déboulé très rapidement là, au retour des fêtes, autour du 13 ou 14 janvier. Mais elle a pu en être témoin, puis sa maman me confiait qu'elle était vraiment en paix de voir ce message-là, puis de voir l'effet que ça avait eu. Mais en même temps, quand je regarde les dates, je me dis, ça n'a pas de sens. Elle est morte à peu près 1 an après avoir eu le diagnostic. Il y a un mot pour ça, c'est fulgurant. Oui, fulgurant, c'est incroyable, hein, parce que aussi, dès ses premiers symptômes, à la fin de l'automne 2023, elle a pris rendez-vous rapidement chez le médecin. Puis, tu sais, c'était des symptômes quand même, somme toute. En tout cas, moi, je pense que j'aurais pris plus de temps à consulter. C'était quoi les symptômes, C'était des petits segments. Mais tu sais, souvent, les femmes, selon nos cycles menstruels, ça peut arriver, le fameux spotting. Des fois, absolument. Donc, puis ça peut être très banal. Puis donc, je la trouve bonne même d'avoir pris rendez-vous rapidement pour un symptôme comme ça. Donc, elle a commencé à avoir ça fin octobre 2023. Elle a pris rendez-vous, je pense qu'elle a appelé le médecin comme vers début décembre. Elle a eu son rendez-vous au tout début de janvier, puis elle a le temps de faire quelques tests début février. Le diagnostic est tombé, c'était un cancer du col de l'utérus stade 4. Donc, elle n'était pas opérable à ce moment-là. Donc, mais ça a pris du temps avant qu'on sache le stade. Là. Au début, diagnostic de cancer, ça a pris quelques tests supplémentaires, peut-être 3-4 semaines, 1 mois, pour qu'on sache la sévérité du diagnostic. Mais malgré tout, elle était pleine d'espoir. Puis c'est sûr qu'elle a été accompagnée par les meilleurs spécialistes qui ont quand même... Il y a des nouveaux protocoles, il y a des choses qui... le médecin, ce qu'il lui avait dit, ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Il dit qu'il en avait déjà vu qui s'en était sorti même à un stade aussi avancé, ou peut-être qu'il y avait une vie prolongée. Je connais pas les détails, j'étais pas dans les conversations, je rapporte. Je pense que nécessairement, peut-être pour se protéger, Juliane avait peut-être tendance à pas nous dire à 100% qu'elle recevait comme information. Mais elle a entamé des traitements très rapidement, chimiothérapie, immunothérapie. Au début, elle voulait continuer à travailler parce que Juliane, c'est aussi une passionnée de ce qu'elle faisait. Moi, je me disais, prends ton temps, fais ce que tu peux. Mais après un certain temps, on a convenu ensemble que malgré que ça lui faisait du bien, il fallait qu'elle se concentre sur sa santé. Mais les résultats des tests ont été, au terme de ces traitements, ont été miraculeux. Là. Le médecin a dit, je n'ai jamais vu une telle réponse sur une patiente. Donc, il y avait vraiment de quoi penser qu'il y avait vraiment espoir. Oui, exactement. Mais après, donc, encore plus de tests. Il y a quand même une petite métastase, quelques métastases qui s'étaient logées à son poumon. Puis ça partait pas. Malgré que tout le reste du cancer était parti là, au terme des traitements, là, alors qu'elle avait quand même un cancer relativement généralisé dans la section du bas du corps. Tout était disparu. Il restait juste les taches au poumon. Puis c'était stable. Elle était censée revenir travailler cet automne. Et juste avant son retour au travail, ils ont découvert une métastase au cerveau qui là, inquiétait davantage les médecins. Elle a entamé des nouveaux traitements de radiothérapie.
Puis, elle a eu les résultats au début janvier, mais même pendant le temps des fêtes, elle nous le disait pas. Mais ça allait vraiment pas du tout. Elle s'est mise à faire des crises d'épilepsie. Elle avait jamais fait d'épilepsie. Puis finalement, elle a gardé... on avait de la difficulté à avoir de ses nouvelles au début du mois de janvier. Puis comme de fait, c'est parce qu'elle voulait pas nous informer. Mais le 14 janvier, elle est entrée à l'hôpital. Puis par la suite, ça a été rapide vers un transfert en soins palliatifs. Tu parles de ton amie et de ta collègue avec beaucoup d'émotion et on sent qu'elle avait une force de caractère parce que c'est comme si elle, malgré le fait qu'elle traversait des épreuves excessivement difficiles, c'est comme si elle voulait vous protéger. Ah oui, mais Juliane est tellement protectrice. Oui. Mais elle est protectrice et moi, elle a travaillé pour moi. Puis je sais qu'elle... c'est ça, là, c'est comme une maman qui protège ses petits. Là, elle agissait comme ça vraiment dans toutes les sphères de sa vie, avec ses amis, avec ses collègues. Elle tenait son point, puis je pense qu'elle a cherché à protéger un peu tout le monde, mais je le comprends. Puis je pense que c'est pas... juste avec ses parents, là, c'est absolument terrible. Je pense que tous les parents s'entendent, puis tout le monde s'entend pour dire qu'on devrait jamais enterrer ses enfants. Je pense que, puis même là, quand t'es malade comme ça, puis je sais que ça la stressait beaucoup, c'est elle qui portait la responsabilité aussi de l'annoncer. Imagine, moi, elle m'a rencontrée, c'était un moment dont je vais toujours me souvenir, c'était tellement émotif, mais elle a dû répéter ça à plein, à ses parents, ça devait être le moment le plus dur, c'est sûr. En même temps, tu dis, elle était très protectrice et je peux pas m'empêcher, je sais que ça peut être l'air dérisoire un petit peu, mais cette volonté de protéger, puis là, je regarde Stéphanie Villeneuve qui vient de se faire vacciner. Je me dis, d'une certaine façon, Juliane, elle protège par sa prise de parole, par le biais de ta parole. Vraiment. Elle protège plein de femmes. Bien, c'est ce qu'on nous dit dans les commentaires présentement. On vous remercie, Mme Fournier, d'en parler. Il y a quelqu'un en particulier, j'ai pas son nom, mais elle nous écrit qu'elle-même, sa fille, est décédée du cancer du col de l'utérus il y a 10 ans. Elle aussi n'avait que 30 ans. Donc, d'en parler comme ça, moi, j'ai un peu moins de 30 ans, puis de remettre ça sur la scène comme ça, puis de parler, c'est tellement important. Moi, en toute sincérité, je me rappelle même pas si j'ai été vaccinée, et on ne m'en a pas reparlé depuis longtemps. Toi, t'es plus jeune. Toi, t'es née en quelle année? Et moi, j'ai fini le secondaire en 2015, donc j'étais dans ces années-là, mais je suis pas certaine d'avoir été vaccinée. Exact, parce que je pense qu'il faut le dire, c'est pas automatique, il faut quand même que les parents acceptent en passant, et encore à ce jour, puis c'est pour ça que je pense que c'est important de réitérer l'importance de la vaccination. Il y a à peu près 20% des enfants, parce que maintenant, c'est plus au secondaire, là, c'est au primaire qui donnent le vaccin, puis maintenant, c'est garçons et filles, parce qu'il y a aussi des cancers liés au VPH. Mon fils l'a eu. Qui peuvent être, Mon fils a eu le vaccin. Qui peuvent affecter les garçons. Puis les garçons peuvent infecter les filles aussi et tout ça. Donc, c'est important que tout le monde soit vacciné. Maintenant, c'est en 4e année du primaire, mais c'est ça, 20% des parents qui refusent toujours la vaccination à leur enfant. Donc, c'est important d'insister sur l'importance de la vaccination. Les VPH, parce que c'est les virus du papillon humain, j'ai fait beaucoup de recherches dans la dernière année. Il y en a plus de 300 souches. Les vaccins protègent certains vaccins, celui qui est le plus commun, le Gardasil, pour celles et ceux qui nous écoutent, là, c'est assez connu, c'est la marque du vaccin, protège contre une douzaine de souches, dont les plus sévères. Mais sinon, celui qui est donné, celui que Stéphanie t'a reçu, c'est le Cervarix. Exactement, oui. Donc ça, c'est celui qui est en train d'être écoulé là, présentement, dont les doses sont gratuites pour parce le moment. Parce qu'elles vont bientôt être en date de péremption. C'est ça, j'aimerais juste ajouter un petit bémol là-dessus, parce qu'au début, même à la limite, moi, je trouvais que ça faisait peur d'entendre dire que le vaccin arrive à échéance. Mais l'infirmier a vraiment pris le temps de me montrer la boîte, puis il m'a dit, regarde, il est bon jusqu'en 2027, là. Donc, tu sais, c'est pas un vaccin qui sera plus bon dans 3 mois. C'est comme la nourriture, le meilleur avant. Là, après, ça veut pas dire que c'est dangereux de recevoir. Non, mais tu sais, c'est que ça peut faire peur, peut-être, mais c'est important d'apporter la précision. Oui, je pense qu'il y a certaines doses qui venaient à échéance plus tôt, mais ça, le Cervarix, bref, juste pour confirmer. Oui, vas-y. Ça protège contre moins de souches, mais c'est vraiment les plus sévères. Comme les souches qui vont donner le cancer, le Cervarix les couvre.
Mais l'infirmier m'a dit, ou à la limite, à la 2e dose, tu peux peut-être avoir l'autre vaccin aussi, puis ça vient compléter. Exact. Puis quand même, une dose. Faire un mix Cervarix, comme pendant la COVID, on se rappelle, souvent, on a eu 2 types différents de vaccins. Et ne pas oublier aussi que c'est sûr qu'une dose, c'est sûr qu'idéalement, quand on a plus de 20 ans, ce sont 2 doses, mais une dose est mieux que 0. Juste aussi pour rassurer certaines personnes, parce que là, en ce moment, on pourrait peut-être en discuter, mais on est dans une période temporaire de gratuité parce que le vaccin, puis c'est un problème, coûte à peu près 250 $ par dose. Puis la réalité, là, puis moi non plus, on l'a dit, donc Stéphanie, t'étais pas vaccinée. Moi, il y a 1 an, j'étais pas vaccinée. C'est le diagnostic de Juliane qui a fait en sorte que j'aille me faire vacciner parce que la réalité, j'y reviens, c'est que quand t'es jeune adulte, puis là, tu te fais entendre parler d'un vaccin comme ça que t'as pas reçu, ben, tu te sens quand même invincible. Surtout, ça coûte 500 $. Fait que ça t'appelle un peu, même quand tu as les moyens, ça appelle à notre nonchalance. On se dit, est-ce que vraiment c'est ma priorité maintenant? Est-ce que j'ai vraiment des chances d'avoir ça? Tu as tout à fait raison. Oui. Fait que c'est vraiment une barrière, tu sais, ne serait-ce que psychologique. Mais c'est 500 $ pour éviter la mort. Pour éviter donc, aussi des coûts énormes au système de santé. Si le gouvernement investissait et rendait ça gratuit en tout temps, ben, pour 500 $ par tête de pipe, on évite la mort de nos propres citoyens. Puis on s'entend, je juste aussi reprendre des propos que j'ai entendus de Dr Diane Francoeur récemment. Elle me disait, avec raison, on se pose pas la question pour le vaccin, pour la grippe, pour la COVID maintenant, puis tout ça. Puis est-ce que les conséquences sont aussi pire. Oui, l'influenza, on peut en mourir, mais je comprends pas dans les mêmes proportions. C'est intense, mais je veux dire, là, on a un vaccin qui prévient le cancer. Dans le sens, puis je comprends, ce sont des comités scientifiques là, qui prennent ces décisions-là, des comités éthiques, à savoir quel vaccin. Tu sais, le gouvernement québécois, on peut pas non plus penser que le gouvernement veut toujours tout payer. Ça, je le comprends. Puis c'est correct aussi de faire des choix. Mais je pense qu'il est peut-être temps de revoir, d'analyser ce choix-là au vu des nouvelles statistiques, parce qu'il y a à peine 2 semaines, il y a des nouvelles données qui ont montré que pour la première fois, le cancer du col de l'utérus est à la hausse. Puis particulièrement, les cancers de façon générale chez les jeunes femmes. Donc, ce serait quand même bien, parce que la santé des femmes a trop souvent tendance à pas être étudiée au même niveau que celle des hommes. Moins d'investissement, moins de recherche. Et donc, peut-on au moins peut-être revérifier certains de ces paramètres, certaines de ces données? Je sais que le gouvernement travaille à préparer une stratégie de prévention en santé. Peut-être que ça serait l'occasion de rouvrir ce dossier. Il y a quelqu'un qui, justement, voudrait avoir des précisions, qui disait qu'elle, c'est Geneviève, qui dit « Moi, je ne l'ai pas pris quand on me l'a offert à cause de l'argent. » Là, elle se demande, est-ce que, bon, là, c'est gratuit, si on le dit pour une période déterminée, est-ce que, pouvez-vous juste rappeler c'est quoi la période, puis c'est jusqu'à quel âge? Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est les 21 à 45 ans, voilà. Hommes et femmes qui n'ont pas reçu encore le vaccin. Il faut aller sur Clic Santé. Il y a la page vraiment vaccination contre le virus du papillome humain. Il y a l'option avec frais, sans frais. Donc, si vous voulez avoir le vaccin gratuitement, vous cliquez sur sans frais, puis vous allez voir les disponibilités près de chez vous. Je sais que dans les derniers jours, il y a peut-être eu des petits enjeux d'approvisionnement. Moi, on me confirme au ministère de la Santé, au cabinet du ministre, qu'il y a assez de doses pour répondre à la demande, mais que parfois, il faut qu'ils les envoient là, dans les régions. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit délai si c'est pas disponible dans votre coin aujourd'hui, vérifiez demain ou après-demain, mais il devrait y avoir des plages là, qui s'ouvrent parce que apparemment, on sait pas quand ça va arrêter, c'est quand les stocks sont épuisés, mais moi, on m'a dit que il y en avait quand même en masse. Donc, profitons-en avant, en effet, que les stocks soient épuisés. Stéphanie, je sais que tu dois quitter bientôt pour aller te préparer pour l'émission de Richard. Juste, qu'est-ce que ça te fait, justement, le témoignage de Catherine Fournier, le décès de Juliane? Là, t'es en bonne voie d'être bien protégée, une première dose. Comment tu réagis à tout ça, Stéphanie? Ben, je veux dire, c'était le petit coup de pouce que ça prenait, parce que ce que tu as dit, Catherine, j'étais dans la même situation. Tu sais, quand tu es dans la vingtaine, ton 500 $, t'en as besoin pour payer ton loyer, puis tu te dis, ben je suis jeune, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et là, tu entends des histoires comme ça, puis ben là, d'avoir cette offre-là du gouvernement, 1 + 1 = 2, là, tu sais, pourquoi passer à côté de ça? Pourquoi passer à côté de la chance de se protéger, puis peut-être d'éviter le pire? Donc, moi, je remercie juste Catherine d'en avoir parlé sur sa tribune, parce que ça a changé les choses pour moi, là. Absolument. Catherine, je veux te remercier pour ton témoignage, t'offrir encore une fois mes condoléances et à toute la famille. Je veux juste te laisser avec une information
qui, moi, m'a frappé de plein fouet aujourd'hui. Je préparais le dossier, je lisais pour faire l'entrevue avec toi. Et je me suis rappelé, ma grand-mère est morte du cancer du col de l'utérus. Et elle avait 34 ans, qui est le même âge, Exact, le même âge que Juliane. Ouais. Mais elle est morte en 1928, ma grand-mère. Ouais. Et je me dis, attends 2 secondes, on est au Québec, 100 ans, moins de 100 ans plus tard, et il y a un vaccin. Et donc, il y a 2 choses positives. Premièrement, les progrès de la médecine font en sorte que ma grand-mère, on n'aurait pas pu la sauver. Il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Donc, aujourd'hui, les progrès de la médecine font en sorte qu'on peut sauver Il y a des traitements aussi quand c'est dépisté à temps. Oui. Ça, c'est un autre dossier, le dépistage, mais n'hésitez pas. Puis, il faut pas... Puis moi, ça, je l'ai appris dans les derniers mois. On se fait toujours dire que le Pap test, c'est ça qui est la solution pour déterminer si on a le VPH, si on a des problèmes avec notre col de l'utérus. Le Pap test est efficace à seulement 55 %. Je savais pas. Mais voyons. Oui, je sais. Moi aussi, je l'ai appris, puis je suis pas mal tombée en bas de ma chaise. Et maintenant, il y a des nouveaux tests qui s'appellent les tests VPH qui, eux, sont efficaces à 97 % et qui sont en train d'être déployés dans toutes les régions du Québec. Mais pour l'instant, il y a seulement 4 régions, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Naudière, puis je pense le centre du Québec, qui ont accès aux tests VPH. C'est en train d'être déployé. Le gouvernement a comme objectif d'avoir complété le déploiement le 31 décembre de cette année. Mais je vous le dis, si vous allez consulter un médecin, demandez le test VPH et non pas le test PAP. Et, ou en plus du test PAP, parce que le PAP, c'est pour autre chose. Mais ça va être remplacé. Non, mais ils vont pas nous le proposer en premier? Ben, je pense que quand ça va être implanté dans la région, mais en ce moment, en tout cas pour celles et ceux qui ont accès à des assurances privées, c'est possible d'avoir le test VPH au privé tant que c'est pas accessible. Mais il faut que ça soit accessible le plus rapidement possible au public dans toutes les régions du Québec, il va sans dire. Puis il y a des nouvelles méthodes aussi d'auto-prélèvement qui ont été instaurées notamment en Australie. Donc, c'est un test qu'on peut faire soi-même à la maison. Qui permettrait évidemment aussi de faciliter le dépistage. Accès. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'émission, on a fait œuvre utile, comme tu as fait œuvre utile depuis le début. Merci à vous, les filles, de prendre du temps pour en parler, pour amplifier le message de Juliane. Elle serait vraiment fière. Merci, Stéphanie, de ton témoignage. Ben non, c'était tout naturel. Vraiment, merci. Merci d'être restée. Puis merci à tous les auditeurs, les auditrices qui ont écrit pour continuer merci témoigner. Plusieurs disent, moi, mes enfants, c'est aujourd'hui, ma petite fille est à l'école, elle va se faire vacciner aujourd'hui, 4e année. Voilà, les gens posent des questions, s'intéressent. Il y a plusieurs questions dont on a déjà répondu, auxquelles on a déjà répondu présentement. Donc, continuez de nous écrire si vous en avez d'autres. Si on a d'autres, les gens peuvent m'écrire sur mon compte Instagram. Je suis rendue, j'ai fait pas mal mes recherches. C'est l'experte maison. En tout cas, je suis pas spécialiste, mais si je peux aider, c'est la mission, évidemment, que je me suis donnée en mémoire de Juliane. Merci beaucoup. Et puis, écoute, on va avoir énormément de pensées pour la famille de Juliane Simon qui traverse des moments extrêmement difficiles. Donc, on vous offre toute notre solidarité. Je ne peux pas imaginer pire cauchemar que de perdre son enfant et de la perdre si jeune. Donc, mes pensées à toute la famille Simon. Je ne sais pas c'est quoi l'autre nom de famille dans la famille de Juliane, mais nos pensées. Brisson, je pense. Martine, sa maman. Alors, Martine Brisson, considérez que toute l'équipe de Cube pense à vous aujourd'hui et on pense à vous depuis un bon petit moment, depuis que tu nous as alertés à cette situation. Catherine, merci beaucoup d'être venue en personne, ça fait toute la différence. Puis merci pour le travail que tu fais. Et puis, on sent la politicienne en toi. Tu sais, t'as les dates, t'as les éléments, t'as telle région, mettre pression sur le gouvernement. Parce que écoutez, je vous cacherai pas, là, c'est des moments qui sont vraiment difficiles. Donc, je pense que ça me... Comme j'ai dit tantôt, là, ça me donne un sens, ça me met dans quelque chose que je suis confortable de revendiquer puis de sensibiliser sur des situations. Puis peut-être que c'est ma façon à moi de vivre ce deuil-là qui est vraiment particulier. Puis, Parce que Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, t'avait contacté dès que tu as annoncé le décès de Juliane, puis t'as dit « Oui, je vais parler à Sophie, mais donnez-moi le temps de vivre mon deuil. » Oui, c'est ça. J'étais pas prête lundi. Même ce matin, là, j'ai demandé si je pouvais confirmer ce matin parce que c'est difficile, mais... Là, je respecte ça, mais je comprends tout à fait ce que c'est. Merci beaucoup, Catherine, et puis bon courage pour la suite des choses. C'est gentil, merci.